bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de fin de séance à l'occasion de la sortie du film Nosferatu de Robert Eggers. Robert Eggers, le réalisateur de The Witch. Le réalisateur de The Northman. Le réalisateur d'un autre film encore qui s'appelle The Lighthouse avec William Dafoe. Autant de films que j'ai détestés. The Lighthouse, j'ai bien aimé. C'est le moins mauvais pour moi de sa filmo. C'est adapté d'une nouvelle inachevée de Edgar Poe, qui est encore le meilleur film qu'il ait fait, mais globalement c'est un réalisateur que je n'aime pas du tout, mais qui va revenir avec un Nosferatu. Pourquoi pas? La bande-annonce n'a pas l'air mauvaise, avec William Dafoe toujours. La fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis joue dedans, et le Nosferatu est incarné par le clown Pennywise de ça, Bill Skarsgård, je pense. Donc voilà, c'est un film qui a l'air très très beau, comme toujours chez Robert Eggers, mais comme toujours j'ai un peu peur que ça m'ennuie fortement et que ça soit juste un bel objet cinématographique, mais sans intérêt pour moi, donc j'espère me tromper. Mais pour nous, c'est l'occasion de revenir sur les Nosferatu, le Nosferatu de Murnau, le Nosferatu d'Herzog, et le chef-d'œuvre d'Augusto Giannina, Nosferatu à Venise. Augusto Caminito. Ah merde, pourquoi je dis Giannina, moi? C'est un réalisateur de films avec Louis Brooks, Augusto Giannina. Ouais, mais avec tous ces Italiens, quand on parle de Nosferatu, on est quand même d'abord obligé de parler de Murnau. Avant tout. Son chef-d'œuvre pour moi, ce n'est pas un film fantastique, c'est le Dernier Homme. Totalement d'accord. En 1924. Un de mes préférés. Qui raconte la déchéance d'un portier d'hôtel magnifique. Atroce, un film horrible. Il tournera encore en Allemagne Faust. Avant très beau aussi, avec Emily Jennings toujours. Oui, magnifique. Mais de toute façon, tous ces films sont des chefs-d'œuvre. Surtout aux États-Unis aussi. Et avant de partir donc, pour les États-Unis, où il réalisera l'Aurore. Magnifique. Précis, et malheureusement, il mourra peu après, en 1931, dans un accident de voiture. Ah oui, l'Aurore, qui est un film magnifique, qui n'a pas marché, je pense. Hein, qui a été un échec commercial. Mais qui est un film d'une beauté hallucinante, qui est une histoire incroyable, qui préfigure un petit peu la séquence d'Une place au soleil avec Montgomery Clift, la scène de la barque où il veut tuer sa femme. On est un peu dans cet univers-là, et c'est un film il y a des audaces de mise en scène incroyables, comme souvent chez Murnau. C'est peut-être un des films où il fait preuve de plus d'audace, je trouve, dans ce film. Mais c'est vrai que, comme toi, je trouve que Le Dernier des Hommes est... Oh, c'est une claque. Ouais. Véritablement, pourtant, c'est un film qui a 100 ans, mais qui n'a pas pris une ride. Et oui, en plus, ça n'a pas besoin de paroles. C'est le genre de film, on le referait en mettant... de la parole, du langage, ça n'aurait plus aucun sens. Tout est dit dans les images, tout est dit dans la narration, dans le montage. C'est un film parfait, quoi. Donc pour en revenir au cinéma de l'époque, où nous sommes en plein expressionnisme, et un an avant était déjà sorti le film Le cabinet du docteur Caligari de Richard Wynne. D'ailleurs, comme on avait fait une petite vidéo sur Beetlejuice, c'est aussi une inspiration pour ces espèces de maisons étranges chez Tim Burton. Un peu, tu vois, lui, c'est totalement inspiré de ça, dès ses premiers courts-métrages d'animation, Monsieur Vincent, tout ça. On a déjà ces maisons bizarres, tout vient de là, en fait.
Mais le cinéma allemand s'était déjà aventuré déjà dans le passé dans le cinéma fantastique, avec aussi un film que j'ai beaucoup apprécié, qu'on peut trouver d'ailleurs sur YouTube, hein, c'est Le Golem. Nosferatu n'a pas l'élégance, par exemple, d'un Dracula. I am Dracula. Nosferatu est beaucoup plus famélique, il est tout maigre, il a une tête de rat. Et à la différence du roman, où là la lumière le dérange, dans le film, là carrément la lumière du jour peut le tuer, quoi. Et donc, et ça sera repris après mythologiquement dans la plupart des autres Dracula. Donc il y a quand même des choses qui vont rester dans ce Nosferatu. Y compris même la figure de ce Nosferatu, on le retrouve dans Salem. On le retrouve dans Toby Hooper s'inspire de ça pour faire le vampire dans Salem. Et même Guillermo del Toro, dans sa série The Strain, s'inspirera un petit peu de ça pour le grand vampire dans la série. Donc oui, il a beaucoup marqué. C'est quand même une création assez incroyable. Et alors, en fait, il faut savoir aussi que c'est une adaptation de Dracula, pas autorisée. Mais pas autorisée. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom de Dracula n'apparaît jamais. Il a quand même eu un procès au cul par la veuve de Stoker. Et le film a failli disparaître. Ouais. Et pendant plusieurs années, je pense qu'on ne savait pas le voir et qu'il a été retrouvé, je ne sais pas où, une copie a été retrouvée. Et ils ont pu reconstituer le film tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Alors, on va aussi parler de l'acteur. Max Schreck. Max Schreck, qui a été membre de la troupe de théâtre expressionniste de Max Reinhardt. Donc lui, il incarne le vampire, Nosferatu, de façon très convaincante. Tellement convaincante qu'on pensait que c'était un vrai vampire. Oui, à la limite du mystérieux. Il y aura même un film plus tard avec L'ombre du vampire. Dafoe, ouais. l'ordre D'ailleurs, du le vampire. lien est formidable, parce que William Dafoe joue dans le nouveau Nosferatu de Eggers. Et c'est vrai que là, le film, le postulat de départ, L'ombre du vampire, partait du principe que effectivement Max Schreck était un vrai vampire, et donc que l'équipe technique était effrayée parce qu'il pouvait te bouffer à tout moment. Dare you destroy my photographer? Why not the script girl? I'll eat her later. Donc c'est une comédie avec Malkovich. C'est un film intéressant à voir, surtout avant de voir ce nouveau Nosferatu. C'est intéressant de le mettre dedans parce que c'est une petite curiosité, mais pas mal faite. I'd like some makeup. Well, you don't get him. Dans le Nosferatu de 1922, il y a un certain goût aussi pour le morbide. Comme dans le cinéma expressionniste, on utilise les ombres et les contrastes. Et même si c'est quand même beaucoup plus sobre que dans le film Caligari. Mm-hmm. Et on est en décor réel aussi. Et on est en décor réel. C'est ça qui est assez rare aussi. Assez impressionnant. Mais c'était aussi la qualité du cinéma muet, c'est que évidemment le cinéma muet, on pouvait, une fois que le son est arrivé, le truc était beaucoup plus corseté, les studios ont pris plus de place, puisqu'il fallait faire pas de bruit, il fallait que des gens soient derrière des cabines pour enregistrer le son. Silence! On tourne! Il faut qu'elle parle dans le micro, je ne prends rien comme ça. Donc le son a un peu privé cette liberté qu'avait le cinéma muet, même si tous les films muets n'étaient pas tournés en décor réel, mais en tout cas ils avaient une latitude beaucoup plus large, quoi. D'ailleurs tous les plus grands films western, machin, tournés par Griffith, étaient tournés aussi dehors, quoi. Mais ça n'a pas pu être possible avec le son beaucoup plus tard. Regarde Lina, regarde, voilà le micro, il est là, dans le buisson. Oui. Parle dedans. Le son court dans le câble jusqu'à la cabine. Un monsieur l'enregistre sur une grande plaque de cire vierge. Mais avant tout, toi, tu dois parler d'abord dans le micro, dans le buisson. Et alors, faut aussi savoir que Murnau, il innove dans les techniques du cinéma. Il utilise avec intelligence les ralentis, les accélérés et les enregistrements image par image. Image par image, ouais. Ça qui sont peut-être des trucs qui ont plus vieilli dans le film, quoi. Il est là à faire des caisses, des cercueils, pour l'époque, c'était une audace. Mais le plus captivant est certainement les cercueils, le croque-mort, les rats, les cimetières, et beaucoup de détails sur l'obsession de la mort. Une chose sépare les deux films, évidemment, entre le Nosferatu de Murnau et le Nosferatu de Herzog,
cette chose est quand même une chose assez... il y a eu un avant et un après, forcément, puisqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée, puisque celui de Nosferatu se situe après la Première Guerre. L'entre-deux-guerres. Hein. L'entre-deux-guerres. Et donc, là, entre les deux films, il y a eu un drame terrible pour l'Allemagne, c'est fait pour le monde entier, mais je veux dire, les Allemands ont quand même payé le prix de cette guerre, et Herzog et les Fassbinder, tous ces gens-là, le Schlondorf, Wenders, étaient un petit peu des nouveaux réalisateurs qui n'avaient plus, qui devaient rebâtir un peu le passé. Il y avait une espèce de coupure entre le cinéma muet d'avant et eux. Ils étaient un peu les parents, les enfants un peu maudits de cette génération. Bravo, tu finis tout. J'adore, il y a un écho ici. Et donc voilà, donc le pont entre ces deux films est formidable parce que c'est un copier-coller pratiquement, hein. C'est un remake pratiquement plan par plan. Herzog y met parfois sa patte en augmentant le nombre de rats, en augmentant la peste qui arrive et qui se répand dans tout. Il ajoute un petit peu son style personnel. Mais bon. Dès le début avec les momies, par exemple, qu'il a été voir dans une exposition au Mexique et qu'il a été prendre, qu'il a été sortir du musée pour les mettre dans l'introduction du film. On a évidemment la musique de Popol Vuh qui est toujours son compositeur attitré depuis Aguirre, tous ces films. C'est dingue. C'est très envoûtant. C'est vrai que aussi bien les scènes de l'horloge, du radeau, portant les cercueils, les caisses avec les rats, tout ça. L'apparition à la fenêtre. Ouais, et il apporte. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Déjà, il apporte un acteur qui est aussi impressionnant que l'acteur d'origine. C'est la grande réussite du film. Hein. Les deux acteurs il fallait un acteur monstrueux. C'est ça qui est dingue parce que fallait le faire. Ah ouais. Pour remplacer Max Schreck, il fallait trouver quelqu'un. Et c'est vrai qu'à part Kinski, je vois pas qui aurait pu faire mieux. C'est pour ça qu'on va voir si dans le nouveau, l'acteur qu'ils ont pris va réussir à se mettre au niveau. Ça va être compliqué parce que c'est beau de faire un remake, mais j'ai peur que le nouveau, en plus, soit aussi dans du copier-coller un peu, hein, parce qu'on retrouve quand même beaucoup des scènes. Avec moins lenteur, je pense. Je sais pas, parce qu'il est souvent très lent, le Eggers. Donc j'ai vu ce Lighthouse, c'était aussi très... Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, le Werner Herzog est envoûtant. Ça, on peut dire qu'il garde ce côté envoûtant, et on perd rien du Nosferatu d'origine. On y gagne même par moments. Adjani est quand même pas mal dans son rôle. Elle est parfaite. C'est des scènes qui restent gravées. L'apparition dans le cercueil en pierre, c'est la même scène. On voit la même scène avec Mark Schreck, mais quand on voit dans son cercueil Kinski qui est là tout mort, dans le machin, il glace le sang, quoi. Peut-être même plus. Par contre, l'apparition dans le bateau de Max Schreck, peut-être que l'apparition de Schreck est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. C'est à voir. En demandant à Kinski de reproduire pratiquement à l'identique les mêmes gestes que Schreck. Très étonnant, ça aussi. Il rend la créature immortelle. Et Schreck, par la même occasion... Oui, et ce qui est très étonnant, c'est qu'il arrive à faire ça avec Kinski. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Je n'arrive pas à comprendre comment il a réussi à persuader Kinski. Tu vas me refaire, plan par plan, tous les gestes de Max Schreck. Alors qu'on sait bien que Kinski était un fou furieux, difficile à diriger. Werner Herzog a toujours eu du mal. Pourtant, il a toujours réussi à faire... Dans Wojciech, il va reprendre Kinski dans un autre rôle où là, Kinski joue un espèce de type extrêmement faible. Extrêmement triste, extrêmement vraiment compressé. Il n'a plus de gestes, il n'arrive plus à bouger. C'est un personnage malheureux comme ça. Et vraiment, Herzog a toujours tiré les meilleurs films de Kinski. C'est Herzog qui les a fait, parce que dans tous les autres films, il joue le cinglé absolu. À l'exception peut-être d'un Français ou deux qui a réussi à le diriger, comme Georges Lautner dans Mort d'un pourri. L'essentiel est de construire, de produire, de donner aux veaux ce qu'ils désirent, à bouffer, à boire, à baiser, à partir sur l'herbe le samedi, avec quelques transhumance en altitude l'hiver. Mais pourquoi? Là, ça s'explique facilement. C'est parce que Kinski aimait le cinéma français, il vénérait Bernard Blier. Tu es si grand, tu peux même avoir la pipe. Dis-moi,
Mais on m'a jamais dit qu'il fallait parler anglais, je parle pas anglais. Ah non, au contraire, regarde. Les plus grands. Tu vois, il y avait un vrai respect pour le cinéma français qu'il n'avait pas pour les petits films italiens qu'il faisait avec Sergio Leone ou des trucs comme ça. Donc... D'ailleurs, il l'a traité de sale bouffeur de spaghettis en parlant de Sergio Leone, ça c'est le Kinski. Mais bon, voilà, donc pour la performance de Kinski, très sobre, on peut le dire, à part le maquillage, à part le côté vampirique, il réinvente la sobre. créature, et tout en respectant la création de Murnau, quoi. Donc, ouais, non, c'est une belle performance de Kinski, effectivement. Faut aussi savoir que dans le cinéma d'Herzog, les paysages sont toujours très riches. Ouais, c'est ça qui rajoute beaucoup. Et ils ont beaucoup d'importance. Ici, pour le film, il tournera des images grandioses dans les montagnes de Bohême. Et Herzog nous propose un vampire vraiment malheureux, encore plus triste que... Ouais, ça il a rajouté. Et mélancolique. Il y a le côté plus romantique dans la version d'Herzog, je crois. Il est beaucoup moins romantique dans la version de Oui, bien sûr. Avec Adjani, il est beaucoup plus... On est plus dans la romance, il souffre beaucoup plus dans le Herzog. Mais la mort n'est pas tout. Elle est plus cruelle de ne pouvoir mourir. Je voudrais tant partager ce bel amour qui vous anime, vous et Jonathan. Mais donc, comme je l'ai dit, ne nous attendez pas non plus à énormément de rebondissements. L'ambiance est plutôt lente, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Car il y a toujours cette idée de relier le film au passé du cinéma allemand, et donc c'est ça qui fait le charme aussi de ce chef-d'œuvre. It establishes some sort of a link between the great expressionist cinema that we had in Germany and our film renaissance now. It is a film that is beyond my own private person, and I think it is necessary, since we are a fatherless generation, to have some sort of a continuity in film history. Et le Renfield est interprété par un Français qui est bien connu de la poésie, du mouvement panique et tout ça, c'est Roland Topor. Roland Topor qui a, tu te souviens quand même de Téléchat. Salut, à demain, si on veut bien. Donc c'est le fameux Renfield, ça c'est le truc le plus connu. C'était un copain de Jean-Michel Ribes dans le Palace, mais c'est aussi un auteur de théâtre, de poésie, et un grand, je ne vais pas dire provocateur, mais si provocateur. Il avait une envie de provoquer dans ce qu'il faisait. Et là, dans ce Renfield, il est complètement allumé. Et peut-être pas autant que celui qui joue dans Murnau, parce que celui qui joue Renfield dans le Murnau est un type assez bizarre, tout petit, un peu gros, qui est chauve. C'est difficile de faire mieux, mais Topor s'en tire plutôt bien, quoi. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Et vous allez suer sang et eau. Ah, beaucoup d'eau et peut-être aussi un peu de sang. Et il a fait aussi un très beau film sur le Marquis de Sade, où le Marquis de Sade, donc Topor, est un chien, donc c'est comme les Muppets, quoi, c'est une poupée, et le Marquis de Sade parle à sa bite, et sa bite parle. Pour qui il se prend, le petit? Arrête de m'appeler le petit. T'es pas le chef. Je peux te faire perdre la tête. Sans mon imagination. C'est sublime. Si t'as pas vu, c'est un film magnifique. Et ça, c'est réalisé par Topor. Il y a aussi l'acteur allemand, hein, Bruno Ganz. Ah oui, c'était une des premières fois où il jouait avec un vrai acteur, Herzog. Il employait un vrai acteur professionnel au sens énorme, quoi. Et la fin est intéressante avec Bruno Ganz. Posez les scellés sur la chambre, je vous prie, pour que commence l'enquête officielle. Et amenez-moi mon cheval. J'ai beaucoup à faire
Bon, maintenant, parce qu'on a parlé de deux films qui sont deux films sympathiques, mais comparé au film qui suit, ils sont en dessous. Là, tu fais du Dylan. Fürst der Hölle, gib dich uns zu erkennen. Comme il y a eu Les Bronzés font du ski, Les Charlots en Espagne, il y a eu aussi Nosferatu à Venise. Et ça, c'est un des plus beaux films de Klaus Kinski après Aguirre, La colère de Dieu. Non, de mon côté, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette suite, officielle ou non, n'est vraiment pas digne réalisé par un producteur des films de Murnau et de Herzog. Ça, non, c'est un nanar réalisé par un producteur qui va d'ailleurs produire le dernier film Klaus Kinski en tant que réalisateur et acteur, le fameux Paganini. Où Kinski se filme sous toutes les coutures en train de forniquer avec sa femme, Deborah Caprioglio. Mais les problèmes avaient déjà commencé avant le début du tournage, parce que deux réalisateurs avaient déjà été remplacés avant même le début. Et c'est d'abord Mario Caiano, qui a fait Ulysse. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui. Qui va commencer le film, mais ça va très mal se passer de nouveau avec M. Kinski, qui sera de nouveau ingérable. Il fallait le maîtriser, oui, mais là... Et donc ça sera finalement le producteur du film, qui est à l'origine, qui lui est à l'origine du projet, va réaliser le film avec l'aide d'un autre Italien, Luigi Cozzi, dont j'ai vu récemment Star Crash. Une série ça B, fait partie de ces réalisateurs italiens, La du Guerre des bis Étoiles, italien. mais qui est sympathique. Ouais. Mais bref, ça sera quand même un tournage très désastreux. Et donc le scénario est complètement loufoque. Ça je suis. Décousu, je trouve. Oui, je l'ai suivi qui sans manque peine. totalement de cohérence, surtout si on se rapporte au premier. Pas cohérent? Non, il y a... Ah, c'est vrai qu'il meurt dans le premier, donc déjà c'est emmerdant. Mais il le ressuscite comment? En faisant... Il le ressuscite, hein? Oui, il le ressuscite. En fait, la fille fait la nièce fait une sorte de truc spirituel. Là. Nosferatu, reveal yourself to us. Tu vois, donc c'est pensé. Esprits. C'est pensé. Mais oui, mais c'est pas bien mis en scène. Quand tu l'expliques, oui, mais... Si, les belles scènes, je trouve, c'est les scènes où il se balade sur Venise, avec la brume. Et oui, on oui, sent c'est une belle carte de visite de Venise, ça c'est clair. Non, je parle avec la brume. Tu vois, quand il est tout seul dans le froid, et on le voit sur un bateau, tu vois, il arrive sur un bateau debout, comme ça. Il y a des scènes, on sent qu'ils les ont juste fait de l'image, quoi. On sent qu'ils ont filmé pour dire, allez, on va le filmer. Quand je dis que ça manque de cohérence, c'est qu'il y a certains personnages... notamment qui sont importants, comme le personnage d'Eliena, on la voit, et puis en une fois on la voit plus, puis on la revoit un peu à la fin, enfin voilà, et on ne sait pas pourquoi, enfin, c'est ça que je veux dire, quand il manque de cohérence, c'est plutôt... Il y a Donald Pleasance qui souffre beaucoup dans le film. Oui, il y a même Christopher Plummer qui a l'air de s'amuser, mais... Oui, le casting ça va, mais bon, et puis il y a Kinski qui refuse de remettre le maquillage qu'il avait dans le film d'Herzog. Bah non, parce qu'il n'a pas besoin. Bah, il ressemble à une rockstar. Il y a juste les canyons. Ah, mais il fait peur. Mais il fait peur même au naturel. Donc c'est vrai qu'il n'a pas besoin de maquillage, mais bon, voilà. Il a juste gardé ses deux dents. Le film sera interrompu, mais pas terminé, parce qu'en fait, ils avaient déjà dépassé le budget, donc déjà rien que ça, on sait difficilement faire un bon film quand le film n'est pas totalement terminé. À part le nom Nosferatu et Kinski, c'est difficile de trouver des points communs avec le film d'Herzog, on est d'accord.
Et bon, il y a un peu plus d'action, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, pour moi, ça reste vague, le rythme est très lent, c'est très ennuyeux à voir, voire grotesque. Ouais. Et comme la scène où il se fait tirer dessus, il reçoit un gros trou. Enfin, c'est drôle. C'est le gros nanar tel qu'on peut l'imaginer, en fait. Peut-être pas drôle, c'est peut-être pas assez drôle pour être un nanar. Même la présence d'acteurs comme des pointures comme Plumeur ou Donald Pleasence n'ajoute rien à ce film, en fait. Et Donald Pleasence, il joue de nouveau un prêtre. Comme souvent. Ouais. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils reprennent le même truc que dans The Fog de Carpenter, avec cette croix qui s'illumine quand il la tient, comme ça. C'est drôle, il y a des trucs qui vont piquer à droite à gauche. C'est marrant. Moi, j'ai passé un bon moment, j'avoue. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bah, le seul bon moment, on peut aussi dire la musique qui est de Vangelis. Ça, c'est fou, j'avais oublié. Donc, ouais. Non, c'est une véritable série Z à voir très vite. Oui. Ou pas du tout. Ouais. Mais comme on est dingue, on regarde ça. Hein. On est assez fou pour regarder des trucs. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau film sera certainement pas aussi mauvais que ça. On peut déjà. Et il risque d'être bon parce que il va être beau. Ça, il va être beau. Ça, je suis. Beau ne veut pas dire bon. Non. Hein. Non. Mais au moins, est le meilleur exemple que je puisse donner. Hein. C'était un petit coup bas, ça. Oh, et Charo est nul. Bon, voilà, on a fait un petit tour rapide de ce Nosferatu pour vous donner envie de les voir avant d'aller voir le nouveau Nosferatu au cinéma. Le diable existe et je peux en témoigner. Voilà, d'ici là, on vous souhaite de nouvelles bonnes fins de séance. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, allez voir notre page Facebook, Instagram, tout le bordel. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, et on vous souhaite des bons films à voir et une bonne fin de séance. Ciao.